Bonjour, nous voici encore réunis pour une nouvelle émission des archivistes sur le panafricanisme. Je suis en présence du doyen, de l'ancien, monsieur Tidiane Gueye, le grand patron de la FETAF, agent spécialisé de Louza. Nous avons l'honneur de le recevoir parmi nous et il va nous faire un témoignage sur l'histoire de la FETAF. Bien évidemment, je suis toujours en présence de mon associé, Papa Big Marlon Bouba, Royaume Congo, c'est ça non? Mesdames, messieurs. Voilà. Donc l'ancien, celui qui a affronté les épreuves, notre doyen, serviteur du panafricanisme. L'Union africaine doit lui décerner une médaille, même à titre posthume, mais il faut qu'il y ait cette reconnaissance pour les services rendus au continent. Ah oui. Il faudrait qu'à Lausanne, les gens se sachent, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, même 40 ans au service du panafricanisme. Toujours, sans la moindre faille. Donc, président. Après ce discours plus que flatteur de mon petit, mais camarade, camarade, compagnon, absolument de très grande valeur, qui a su, avec son équipe, en l'occurrence Hugues, qui est là, apporter une impulsion décisive pendant que la FETAF était en train, je ne dirais pas de la tasse, mais d'être un peu brinque-ballante compte tenu des preuves un peu difficiles. Mais, comme il le dit, la FETAF est là debout et essaye de poursuivre son petit bonhomme de chemin encore davantage, affirmer sa présence en France, en accord avec Louza, dont il est agent spécialisé, porte très haut le drapeau du panafricanisme. Et donc, président, depuis combien d'années, depuis quelle année existe cette institution qu'est la FETAF? Oui, la FETAF est née dans les années 78-79. De fait. Pourquoi de fait? Parce qu'à l'époque, c'est né dans les années 75, au lendemain de l'arrêt de l'immigration officielle, et des mesures plus ou moins draconiennes, des lois scénaires, on parle. À l'époque, en parlant des lois de monnaie, on parle historique, ces promesses de pouvoir donner 1 million à chacun. Les gens rentrent chez eux. On voulait plus de quoi, président? 1 million de francs anciens. D'anciens francs. D'anciens francs français. Il y en a, je ne sais pas combien ça fait maintenant, mais pas. Parce qu'il faisait 10 000 francs nouveaux francs, 10 000 francs nouveaux francs, ça fait 1 500 €. 1 500 € à l'heure. Merci de ce calcul rapide. Voilà, donc on s'est dit que c'était terrible, compte tenu des conditions dans lesquelles on avait fait venir ici, comme vous le savez, quelquefois un peu difficilement. D'autres ont été même forcés à arracher leur terre. On les fait venir, ils ne voulaient pas. Les autres, on les a même amenés ici. C'est terrible ce que vous dites, parce qu'au jour d'aujourd'hui, parlons des Français qui sont gênés de l'immigration. Et là, vous nous faites comprendre qu'à l'époque, c'est d'aller les chercher chez eux. On est allé les chercher, et ça bien avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Où effectivement, confrontés à des problèmes extrêmement graves de reconstruction, la France venait de sortir d'une guerre dévastatrice. Il fallait de la main-d'œuvre, ça manquait beaucoup. Et on est allé les chercher pour venir par cargo, par bateau, et puis dans les formes clandestines. Ah bon? C'est le monde à l'envers. C'était le monde à l'envers. Dans des formes clandestines, on les a fait venir. Ça a un peu fait réagir même certaines organisations, il faut le dire, syndicats, qui pensaient que par ce biais-là, ils faisaient une concurrence déloyale. Parce que les gens ils venaient contourner l'agence qui était prévue pour venir et les patrons
s'arranger pour qu'on ne délivre pas de 4%. Donc ces travailleurs qu'on faisait venir, qui travaillaient dans des conditions difficiles, la France en avait besoin. Dans des conditions difficiles, vous avez au-dessus de la tête une sorte de noblesse, parce qu'il n'était pas régulier. Donc il était pas. Mais c'est après maintenant, comme je disais, que la crise aidant, bon, la crise aidant, entre guillemets, c'était le prétexte. Le choc pétrolier, la forêt, le choc, la crise. Il fallait arrêter l'immigration. Et puis s'employer à faire en sorte que ceux qui sont là retournent chez eux. Alors c'était des lois pour le bar, des lois extrêmement draconiennes, accélérantes. On s'est concerté, nous qui étions pas, soit anciens étudiants, soit stagiaires, ça c'était mon cas, ou bien d'autres. Il fallait absolument s'organiser pour ne pas vraiment subir de plein fouet ces mesures sans réagir. Donc Président, quand vous dites ancien étudiant, est-ce qu'il y a un lien avec la FEANF? Oui, disons que par un biais ou par un autre, on peut toujours trouver un lien entre tous les mouvements panafricanistes. C'est ça qu'il faut savoir. Avant de faire, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est la FEANF? Oui, c'est évidemment, comme ce n'est pas l'objet direct de l'interview présente, je vais seulement dire grosso modo que la FEANF, c'est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, n'est-ce pas? Ça a été créé à Bordeaux. La première présidente, elle est de l'ancien, en fait, du Dahomey, l'actuel Bénin, Solange Faladé. Elle était médecin, pédiatre, si je m'abuse. C'est elle qui était la première présidente de la FEANF. Et son secrétaire général, c'était Amadou Makhtar Mbow, qui a été directeur de l'UNESCO pendant longtemps, etc. Donc la FEANF a pendant longtemps incarné le mouvement étudiant de contestation de la tutelle coloniale. Et l'année de sa création? 50, 49-50 à Bordeaux. 49-50 à Bordeaux. Et par la suite, la FEANF s'est rapprochée des mouvements syndicaux, politiques. Dès l'enseignement en 58, il y a eu cette alliance FEANF, UGTAN, UGAO, avec un parti qui s'appelait le Parti africain des indépendances et d'autres, pour réclamer, pour appeler à voter non à la constitution que De Gaulle propose. Pour les indépendances, c'est ça? Pour les indépendances. Donc, dans les années 60. Dans les années 58, il fallait voter là. 58. Le référendum de Gaulle, 58, il a été proposé. En accord avec l'UGTAN, l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique noire, qui avait entre autres comme leader emblématique Sékou Touré, et l'UGAO, l'Union Générale des Étudiants d'Afrique de l'Ouest, Dakar, et en combinaison, en synergie aussi avec la VASSou. La VASSou qui était à Londres, le pays et qui était en Angleterre et qui était très fortement déjà influencé par le mouvement. Donc déjà là, il s'est profilé ce vaste mouvement politique de lutte contre le colonialisme. C'est l'un des présidents avec la FETA, parce que la FETA, vous nous avez parlé des années 75, on a compris que la FEANF c'était bien avant, c'était avant même les années 11. Vous avez raison. Donc par rapport à la FETA, oui, vous avez raison. Vous avez raison. On parle, il y a quand même des liens, même si ce n'est pas direct. En ce sens que, au fur et à mesure que la FEANF évolue, qui a connu de grands dirigeants qui sont devenus quelquefois, il y en a qui sont devenus même chefs d'État. Pour revenir un peu en arrière avant d'aborder ce problème de la connexion qu'on peut avoir entre FEANF et FEDA, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais pour donner une certaine trajectoire de cette grande fédération, je dois rappeler que qui a été quand même président de la République du Sénégal, a dirigé pendant longtemps la plus grande fédération académique
de la finance était à Grenoble. C'est lui qui a été président. Il y a eu d'autres. L'actuel président de la Guinée, Alpha Condé, a été président de la finance. Guinée-Conakry a été président de la finance. Et moi qui vous parle, j'ai milité dans son bureau. C'était la première année que je venais en France. J'ai milité là-bas. Et à l'époque, pour moi, vous avez donné un immeuble à Champéret, un immeuble de 3 étages, avec une cour qui faisait peut-être 400 mètres carrés. C'est à sa suite qu'on nous a l'ambassade, sous injonction de notre gouvernement français, l'ambassade nous a arraché l'île. Alors c'est pour dire qu'il y a une connexion, parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, le mouvement étudiant prenait conscience qu'il fallait absolument non seulement lutter pour une libération totale du continent, parce qu'il y avait d'autres pays qui étaient encore sous le tutelle. La France a beaucoup participé à la lutte contre le colonialisme portugais, etc. Donc il fallait continuer la lutte. Il fallait continuer la lutte et la France a pris ce flambeau de la lutte pendant longtemps. Et ça s'est perpétué, jusqu'aux années 68. Jusqu'aux années 68, c'est là où la conjonction avec le mouvement immigré ici s'est pratiquement effectuée d'une manière tout à fait visible et physique. Parce qu'en 68, il y a eu un bouleversement total. Les étudiants étaient à l'avant-garde. Les étudiants africains, donc la France, ne pouvaient pas être en reste. C'est à l'époque donc qu'on s'est dit, bien avant d'ailleurs, il faut reconnaître que le mot d'ordre c'était qu'il n'était pas souhaitable que les travailleurs africains aient été amenés dans des conditions qui étaient celles qui étaient décriées par la France. Mais puisqu'ils étaient là, il fallait absolument s'en rapprocher d'eux. Donc les gens allaient dans les foyers, donner des cours d'alphabétisation. Je peux vous citer le livre, l'excellent bouquin vraiment de JBC, qui a fait un bouquin sur son parcours. Il est venu ici, il avait à peine 17 ans, il ne savait ni lire ni écrire, il est devenu le grand dirigeant qu'on connaît. Il fait un témoignage sur le titre, c'est Qui c'est Monsieur Si? Qui c'est Monsieur Si? Qui c'est Monsieur Si? Oui, qui c'est le véritable Monsieur Si? C'est le titre. Il m'a fait l'honneur d'ailleurs d'avoir il m'a fait l'honneur de présider la séance de dédicace de son bouquin. J'ai prononcé le discours d'ouverture et dans son livre, il parle un peu des relations que j'ai pu avoir avec lui et du rôle que, comme il le dit, il pense que j'ai pu jouer. Donc c'est dire qu'à partir de 68, les liens se sont resserrés. Parce que les étudiants qui donnaient déjà des cours d'alphabétisation dans les foyers se sont dit, maintenant il faut créer un organisme officiel qu'on a appelé le CRED. Comité Liaison Étudiants Travailleurs, le CRED. Et l'une des premières commissions de liaison étudiants-travailleurs a été celle créée par le camarade du Mali, l'association des étudiants et stagiaires maliens en France, dont l'un des dirigeants les plus en vue est devenu président de la République du Mali. C'est Ibeka. Et après, il y a eu d'autres clés. Le CLED Sénégal, le CLED Mauritanie, le CLED... les autres communautés étaient moins représentées sur ce plan-là, du point de vue des travailleurs. Mais on travaillait tous ensemble. Il y avait les Guinéens, il y avait les Camerounais, beaucoup de Camerounais militaient déjà dans l'Union Générale des Travailleurs du Sénégal, qui était dirigée par Sali Nango. Ses principaux conseillers, c'était des interprètes qui étaient avec lui dans son bureau. Donc indistinctement, ces clés étaient devenues pratiquement les liaisons directes que la séance avait avec le monde du travail. Donc vous voyez par là, déjà, chemin faisant, il y avait cette liaison. Chemin faisant, ça s'est concrétisé en 68, surtout après le départ du Sénégal de pas mal d'étudiants qui étaient interdits d'université.
D'accord, président. Mais revenons à la FETAF, c'est-à-dire la FETAF, c'est une organisation qui a des racines près de la FEANF par rapport aux réalités des conditions de vie des étudiants et des travailleurs. Et maintenant, la FETAF, c'est une organisation, n'est-ce pas, syndicale mais politique rattachée aux instances de l'Union africaine. Et la FETAF, dans son histoire, de son parcours, a été amenée à mener des actions politiques. Ah oui, oui, non. Parlez-nous des grandes actions politiques pour qu'on puisse avoir bien sûr, bien sûr. de la FETAF. Bien sûr, ça tu as raison, c'est magnifique, c'est une question pertinente. Comme je le dis, comme nous le disons depuis le début, la FEAF ne saurait être une mère de la grande politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se soustraire au monde auquel nous appartenons. Donc nous ne sommes pas une mère de la grande. Donc tout ce qui intéresse la société nous interpelle et parce que nous y sommes. Donc en tant que tel, donc je parlais tantôt des lois historiques du Bolivar, on s'est constitué un comité de liaison d'abord de toutes les organisations, d'associations, de travailleurs qui existent pour aller vers un front uni. Et c'est par ce biais-là que petit à petit on a posé déjà, on a écrit une lettre ouverte au chef d'État qui était réuni à Nice, le sommet franco-africain, comme il l'appelait. Quelle année? 60. Non, en 80. En 80, en 1980. 79-80. On a dit, bon, il faut se constituer. On a constitué ce comité de liaison. On était soutenu à l'époque par tous les grands groupes, par toutes les organisations de défense des droits des travailleurs étrangers, des droits de l'homme, les syndicats, les partis politiques, que ce soit le PCR, que ce soit le PS. D'accord. Et cette lettre qui s'était Cette lettre ouverte, nous l'avons adressée aux chefs d'État africains pour attirer leur attention sur les conditions absolument inhumaines, antidémocratiques que vivaient les travailleurs. Que c'était tout à fait contraire aux accords même de coopération qui existaient entre la France et certains d'entre eux. Et que c'est arbitraire qu'on veuille nous imposer ces lois dont je parlais. On les appelait à l'époque les lois CRA, qu'on est là, qui effectivement devaient organiser dans un délai tout à fait court le départ presque de tous les immigrés. Il fallait arracher les immigrés aux emplois, etc. à cause de la crise. À cause de la crise. Parce qu'ils disaient, voilà, 1 million. C'était l'époque où déjà certains partis politiques lançaient le mot d'ordre. 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs. Il faut les éliminer pour les remplacer. On a écrit cette lettre ouverte qui a fait vraiment sensation. Ça fait partie des grands combats. C'est un très grand combat parce qu'on est allé là-bas en délégation de 8 à 9 personnes, je crois. On est allé à Nice. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à l'époque, les rapports entre la France et certains pays africains commençaient à se dégrader. Déjà Senghor, en 1979, après l'institutionnalisation de la carte de séjour, avait dit à Bamako en 1979 que c'était illégal, que c'était contraire à l'esprit qui présidait au rapport de la France et avec certains pays africains. La francophonie en fait. À travers, bon, évidemment, la francophonie va venir après, mais à travers même la communauté franco-africaine. Qu'est-ce qui dérangeait Senghor? Et oui, ça le dérangeait parce qu'effectivement, la communauté franco-africaine pensait qu'elle n'établissait pas ce type de rapport entre les pays africains et la France du point de vue de leurs ressortissants. Déjà en 1979. Donc, ce faisant, quand on est allé à Nice, le climat était plutôt favorable pour nous. Parce que les rapports entre certains chefs d'État, Giscard d'Estaing, n'étaient plus au beau fixe. Et donc, en fait, dans un climat glacial, dans lequel se tenait la conférence, nous avons pu, à côté, attirer les journalistes. Et on était la vedette, les vedettes, la conférence franco-africaine. Ceux qui ont participé physiquement, il y en a qui sont vivants, qui ne sont pas seulement de la FETAF, mais qui sont même dans les institutions officielles, qui peuvent en témoigner. On en a profité pour rencontrer Senghor par le biais de Moustapha Niasse, qui est actuellement président de l'Assemblée générale du Sénégal,
de l'Assemblée nationale du Sénégal. On avait à l'époque pu rencontrer le regretté Omar Blondin Bey, hein, Alun Blondin Bey, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères du Mali. On avait à l'époque pu rencontrer Pierre Zé du Congo, et tout ça nous avait plus ou moins, nous avait plus ou moins donné leur appui. Et ils avaient justifié, ils avaient estimé que notre démarche était tout à fait justifiée. Tout à fait légitime. Et ça a fait l'objet de commentaires tout à fait favorables au niveau de la presse régionale de Nice et même nationale. Mais Président, quelle était la question pertinente que vous avez posée Ah non, on disait que ces lois sont tout à fait inadmissibles, antidémocratiques, discriminatoires, et qu'il fallait absolument dénoncer ça. Donc c'était un combat en fait pour protéger les travailleurs immigrés qui avaient donné leur énergie, leur force à la construction de la France. Cette France et qu'aujourd'hui, comme il y a eu la crise, vous voulez leur dire de rentrer chez vous comme ça sans contrepartie. Sans contrepartie. Et de manière surtout qu'ils avaient des années des familles déjà. Et expéditif. Mais l'histoire de la FEDAF, c'est ce combat-là, mais c'est aussi d'autres combats. Ah oui, moi je pense à la reconnaissance de la 6e région d'Afrique, qui est un combat d'une ampleur et d'une envergure équivalente, si ce n'est... Parlez-nous de ce combat, parce que ça touche beaucoup les descendants de la diaspora historique. Oui, ça c'est vrai. Surtout que la jeunesse aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est la 6e région d'Afrique. Oui, ça c'est vrai que l'idée nous est venue à la fin que après tant d'années de lutte, on s'est rendu compte qu'en fait le panafricanisme devait être symbolisé par quelque chose de très fort. Et on s'est dit, ces Africains qu'on avait arrachés à la mère patrie, qu'on a disloqués, dispersés de par le monde, en quelque sorte, ne sont que les représentants de ce continent, là où ils se trouvent. On parlait de la diaspora historique. Du sol historique. Des fils de déportés. On a dit que c'est donc, en quelque sorte, il faudrait que cette diaspora historique et même la diaspora actuelle soit reconnue comme la 6e région. D'abord, beaucoup l'ont prouvé par leur attachement, par le fait qu'ils ont contribué sur la diaspora économique de ça. Ils ont contribué au développement du continent. Ils continuent à le faire. Donc il fallait absolument demander aux chefs d'État africains, à l'Union africaine, d'en faire, diriger cette diaspora à une 6e région. Et là, c'est l'idée, ça conteste, c'est une idée de la fête. Nous l'avons proposé. Ah oui. C'est un acte politique fort que nous avons posé. Et des présidents comme Alpha Condé, comme Abdoulaye, ont tout de suite saisi l'occasion pour dire que c'est une importance capitale. J'ai eu à poser le problème lors d'une conférence organisée ici par un journaliste africain, l'ambassadeur du Niger, à l'époque ici. Il a dit que voilà une idée géniale. Il a appelé par une note certainement diplomatique qu'il a envoyée à son gouvernement. Quand on s'est retrouvé au Conseil général de Louza, au Caire, en 2002, je crois, j'ai posé le même problème. Et les syndicats ont applaudi des deux mêmes. Et l'idée a fait son chemin. Et à l'heure actuelle, la diaspora africaine est considérée comme la 6e région du continent. Et il y a des tentatives de l'organiser. Qui étaient ceux qui ont conçu cette idée et avec qui avez-vous traité pour la réalisation de cette 6e région? Y a-t-il eu des parties occidentales? L'idée nous est venue, nous l'avons théorisée, et d'autres ont peut-être bien encore peaufiné l'affaire, il faut reconnaître.
Et ça a été proposé aux instances de l'Union africaine, qui a accepté, après avoir quand même mené des débats pendant 1 an et demi, 2 ans, que beaucoup n'en réalisaient pas toute la portée tout de suite. Oui. C'est-à-dire, Président, vous dites que cette initiative émane en fait de la diaspora africaine, de l'institution de la diaspora africaine qui était la FETAF, dans la droite lignée des initiatives qui avaient été menées bien longtemps avant vous au niveau des Caraïbes à travers la personne de Marcus Garvey. Donc c'est cette continuité et cet appel de la diaspora africaine, qu'elle soit historique ou récente, vis-à-vis de la mère patrie du continent africain, pour que le continent tienne compte de ses enfants qui sont à l'extérieur du continent et qui continuent à servir d'une manière ou d'une autre le projet du panafricanisme. C'est ça. Non seulement que le continent reconnaisse cela, mais que eux, en tant que diaspora, s'impliquent aussi dans la promotion du continent à tous les niveaux. Là, ils se trouvent. C'est pas contradictoire. Il y a un cas pratique. Oui. D'Haïti. Parlez-nous de Et l'Haïti. oui, Haïti, c'est un cas pratique. Bon, c'est sûr que quand Haïti d'ailleurs, entre parenthèses, vient d'être reconnu comme, non plus comme membre observateur, mais Haïti est reconnu comme membre associé à l'Union africaine. Il y a de ça 2 ans. C'est une évolution extraordinaire. Extraordinaire. Tout à fait. Extraordinaire. L'histoire d'Haïti, ça nous prendrait peut-être encore 1 heure ou 2 heures, mais tout le monde sait ce que ça représente, comme du point de vue de la symbolique. Haïti, parce que quand même c'est le premier pays, c'est le premier État hors de moi, d'avoir donné soin aux gens, et qui est dans des conditions très difficiles, et qui continue d'en payer un peu encore le l'effet aujourd'hui. Mais ce qui est le plus important et qui a été un peu un fleuron pour la 6e région, c'est le fait que quand il y a eu cette catastrophe qui est survenu à Haïti il y a de ça 4 en 2010. En s'appuyant sur ce concept de 6e région, les chefs d'État, en l'occurrence, encore une fois, a demandé aux Haïtiens qui le voulaient de revenir sur la terre d'Afrique, notamment au Sénégal, qu'ils mettaient à leur disposition des terres, et aux étudiants de leur demander de venir étudier à l'université avec J'ai aussi de citer l'œuvre, l'action du président de la RDC qui a quand même donné 13 millions de dollars aux Haïtiens. C'est la plus grosse donation. Et c'est très exceptionnel. Bien sûr. Il faut parler. Bien sûr. Mais Président, moi je suis très heureux de toutes ces précisions à vous poser. À part si vous avez d'autres précisions historiques à mettre, à nous glisser entre temps. Si. Voilà, je voulais simplement un peu insister sur le fait que nous sommes quand même l'agence spécialisée de l'USA. L'USA qui vient de fêter son 40e anniversaire, a été créé en 1973 avec l'assentiment, l'aval des chefs d'État africains. Et l'USA regroupe l'ensemble des centrales syndicales du nord au sud et de l'est à l'ouest. L'USA c'est quand même extrêmement important parce que l'USA a à l'heure actuelle plus de 25 millions d'adhérents. Et nous sommes l'agence spécialisée de cette organisation pour tout ce qui est l'immigration en France et en Europe. C'est dire que, hormis l'aspect associatif qui est le nôtre, nous sommes quand même, il y a un profil syndical de la FETAF qui est indéniable, incontestable, et qui peut quelque part gêner, mais qui peut aussi vraiment donner beaucoup plus de poids à nos démarches qui ont tout le temps des échos sur le terrain, parce que relayés par des organisations syndicales et quelquefois par l'Union africaine, parce que nous sommes quand même membres observateurs de l'Union africaine. Et nous avons pu, en 1992 par exemple, obtenir de l'Organisation de l'Unité africaine, à Abuja, de condamner la Convention de Schengen. Ça, c'était la délégation de FETAF qui avait beaucoup insisté pour que l'Union africaine condamne la Convention de Schengen. Je pense que la parole va être donnée au chroniqueur Hugues Marlon Douba qui a des questions d'actualité à vous poser. Président, voilà, nous avons 1, 2, 3 questions à vous poser. Que pensez-vous à l'heure actuelle de l'état des travaux entrepris par la FETAF au sein de l'USA? Voilà, je disais tantôt que c'est extrêmement important qu'on puisse pouvoir que nos revendications
puisse être relayé par une organisation aussi représentative et aussi respectée que nous. Et chaque fois qu'on a eu à leur parler des problèmes concrets que rencontrent les immigrés ici, avec les avantages, les aspects positifs et les aspects négatifs, ils en ont tenu compte et nous ont encouragés à poursuivre nos efforts. Et quelquefois, nous s'est impliqués dans le combat que nous avons mené ici, que ce soit pour les sans-papiers de Saint-Bernard, les conditions extrêmement dangereuses dans lesquelles on les avait poussés jusqu'à faire des grèves de la faim, nous a été intervenu auprès, avec le respect nécessaire, auprès des autorités françaises, pour attirer leur attention sur le danger que couraient les immigrés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient seulement avoir des papiers et que des travailleurs, compte tenu des conventions de l'OIT, où ils se trouvent, les travailleurs étrangers, là où ils se trouvent, doivent pouvoir bénéficier des cartes de séjour. C'est les conventions même de l'OIT. Surtout la convention 143, qui est relative aux conditions de séjour et de travail des travailleurs immigrés à travers le monde. Et par de support, quand il s'est agi également de faire l'amalgame entre identité nationale et immigration, avec la création de ce ministère de l'identité nationale et de l'immigration, nous ça, avec les termes adéquats, s'est adressé directement au président Sarkozy pour lui demander de ne pas stigmatiser les travailleurs aussi immigrés, surtout ceux venant d'Afrique, parce que ce sont eux qui, à travers les discours des uns et des autres, étaient les principaux visés, compte tenu du fait que les gens pensaient qu'ils étaient le véhicule d'une autre culture qui était complètement en contradiction flagrante avec la culture qui devait prévaloir ici, à savoir la culture française, que ce n'était pas tout à fait fidèle à l'histoire et qu'en fait, l'apport de cet immigré sur le plan économique et sur le plan culturel était quelque chose dont il fallait tenir compte pour les respecter à travers ce que nous avons toujours dit, le respect de leur dignité, de leurs droits et leurs devoirs. Notre deuxième question, Président, le panafricanisme subit une panne de leadership à l'heure actuelle. Oui, il faut reconnaître que pendant longtemps, on a cru un réveil, un sursaut, après la disparition évidemment des grandes figures. On ne parle pas de Marcus Garvey et tout ça, mais même récemment, celui qui a essayé de mettre en acte le panafricanisme, qui a essayé pendant longtemps de convaincre les uns et les autres à aller vers cette unité dont il parle. Son livre est assez significatif à ce point. Le titre, Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. Africa Must Unite. Must Unite, l'Afrique doit s'unir. C'est un livre extraordinaire, il pose des jalons de l'unité africaine qu'il fallait qu'on aille vers les États-Unis d'Afrique. Il fallait le faire rapidement, sinon on allait retomber dans des travers qui allaient compromettre notre propre souveraineté. Il l'a tellement compris que 2 ans après, il a écrit son bouquin qui est quand même extrêmement édifiant à ce sujet. C'est le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme, où il explique que le gradualisme dont parlaient certains de ses pères était tout à fait à l'antipode de l'idéal panafricain. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative face à... Comment pallier face à ce manque de leadership? Le manque de leadership, il est là, il faut le constater, il faut le déplorer, mais j'ai foi, j'ai confiance à la jeunesse. Je pense que les jeunes aujourd'hui sentent que si l'Afrique ne s'unit pas, et ça, c'est pas 40 ans, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 40 ans, c'est dans les 10 années à venir. Les jeunes sont conscients du fait que si l'Afrique ne s'unit, si l'Afrique ne se dote pas de structures organiques qui, à l'échelle du continent, peuvent nous permettre de parler d'une seule voix, on risque effectivement de continuer de tomber dans des travers
auquel nous assistons, l'Afrique progresse. Parce que l'Afrique a des moyens. Il y a une croissance. Mais comment cette croissance est utilisée? On ne sait pas. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. La croissance ne finit, il n'y a pas de retombée. Donc, la seule manière de faire en sorte que cette Afrique se redresse et que l'Afrique, qui est le dernier horizon du développement du monde, puisse avoir son mot à dire, c'est qu'il faut qu'on se retrouve. Sinon, on risque fort de voir des États se déliter, des guerres se poursuivre. Et ça, on peut y mettre fin. Et ça, je crois que la jeunesse a une responsabilité énorme à jouer à ce niveau. On a perdu du temps. Et comme je disais, depuis 60, on a perdu du temps. Maintenant, s'il faut encore attendre 2063 pour réaliser l'unité africaine, c'est réaliste du point de vue des analyses de ceux qui ont les tenants de cette thèse. Mais il faut historiciser les événements. Il faut que l'Afrique puisse effectivement accélérer le pas et qu'on aille vers cette unité africaine. Parce que les peuples dont on parle en sont absolument d'accord. Ils sont conscients. Ils sont conscients. Les frontières, ça, c'est pas le problème. Les frontières, c'est pas le problème. Au contraire, à cause du fait que les populations sont des populations presque transfrontières, ça devrait faciliter l'unification. Ça devrait faciliter l'unification, le rapprochement. Il est là, c'est possible. Même si effectivement, il faut reconnaître qu'on ne pourra pas tous aller, peut-être, ensemble. Mais, comme disait l'autre, il ne s'agit pas d'aller faire la guerre à tel ou tel État pour l'amener à accepter l'unité africaine. Il faut y aller avec la persuasion. Mais il faut quand même faire, selon nous, à l'Afrique, il faut faire avec les États qui acceptent de travailler dans ce sens. Et qu'il y ait un maillon de départ. C'est leur devoir même. Et les autres, peut-être petit à petit, pourront effectivement prendre, je ne dirais pas le train en marche, mais pourront rejoindre les autres. Et que la grande famille se forme petit à petit de cette sorte. Mais il est nécessaire qu'il y ait un leadership capable vraiment de promouvoir cette idée-là et que ce soit du panafricanisme en acte, mais non en parole. Donc pour notre dernière question avant la fin de notre émission, quels sont les prochains objectifs de la FETAF? Y a-t-il un mot à adresser à Louza? Quels sont les objectifs pour les années qui arrivent, ou bien en tout cas au cours de cette année 2024? Oui, disons que là, évidemment, Louza s'est toujours acquitté avec brio les tâches qu'on lui a consignées en venant de nous. Ça, à ce niveau-là, il faut que Louza continue à soutenir. Louza devra faire sien le congrès qu'on va organiser. Et Louza va s'y engager, j'en suis persuadé. Parce qu'il s'agit cette fois-ci de faire un congrès qui fasse date et qui montre que la présence africaine en France, ce n'est pas du tout antinomique avec l'existence de telle ou telle structure syndicale ou de masse, mais au contraire, c'est un plus, c'est un moyen de mieux impliquer cette diaspora dans ce qui se fait dans le pays où elle se trouve et en rapport aussi avec ses aspirations légitimes, profondes, pour aider le continent à se développer. En tout cas, merci de votre intervention. C'est vous que je dois remercier. Donc nous allons clôturer cet entretien que j'espère vous aura passionné, plu et surtout informé, instruit sur une part du combat du panafricanisme. Et comme notre doyen est un profond panafricain attaché à la culture africaine, il va nous dire quelques expressions dans une langue africaine parmi tant d'autres, et puis qu'il puisse nous la traduire pour ceux qui le président Asante. C'est du Swahili. Soyez bienvenus. Ba Amgen Kiam. Ça veut dire as-tu la paix? C'est une salutation de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal précisément. Donc voilà, j'espère que vous avez la paix et que
ce que nous avons pu vous dire va vous inciter à mieux être vigilant par rapport en tout cas au sort qui est le nôtre ici, mais aussi, surtout le plus important, au sort du peuple africain. J'en suis persuadé. Merci. Merci, monsieur.